Bonjour à tous et bienvenue chez nous, 8e épisode des Entretiens de chez nous. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. En deuxième partie d'émission, nous recevons le président du Parti communiste belge, Raoul Edebo, qui nous dira pourquoi il est contre la liberté d'expression et pourquoi il veut absolument nous faire taire. Mais en première partie d'émission, nous recevons la députée européenne Virginie Joron. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, en fait, au Parlement européen. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Pourquoi est-ce qu'on vous avait invité aujourd'hui? Parce qu'on a remarqué que depuis un an, donc depuis la création de chez nous, nous n'avons jamais pris le temps de parler de la crise du Covid. Pourquoi? Parce que je crois que les Wallons ont d'autres priorités, pouvoir d'achat, insécurité, immigration massive. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment de prendre un peu le recul et de regarder ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, ces 3 ans de crise de Covid. Alors, vous siégez dans la commission Covid au Parlement européen. Quel est votre avis, avant de poser les questions, quel est votre avis général par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années? Déjà, je vous remercie pour cette invitation. C'est un honneur d'être là avec vous. Et puis, vous avez dit chez nous, chez vous. En fait, c'est chez nous aussi. Exactement. Et c'est chez vous, donc ça tombe bien. Écoutez, un avis critique depuis le départ, parce que en France, comme vous le savez, Macron a dirigé de main de fer la crise Covid, avec la mise en place d'un pass sanitaire qui a été mis en place avec des mesures nationales très dures. Je crois que la Belgique aussi a un peu suivi le rythme. C'est toujours ce qui se passe en France. Voilà, c'est bien dommage parce que c'était pas un modèle. Donc plus d'accès au cinéma pour les adolescents, plus accès aux loisirs. Il fallait aller au restaurant avec un pass sanitaire. Donc une mise en place de mesures très rigides qui m'ont tout de suite alertée. Je me suis dit, pays de liberté, vous l'avez dit, c'est important. Donc du jour au lendemain, on se retrouve. Effectivement, il y avait une crise sanitaire et en parallèle, on nous a enlevé tous nos droits. Et un point important, c'est qu'aujourd'hui encore en France, des gens ne peuvent pas aller travailler parce qu'on considère qu'ils sont dangereux pour les autres. Je pense au personnel suspendu en France, que ce soit des soignants, des médecins, des pompiers, même du personnel qui travaille autour des hôpitaux, qui ont un accès avec les patients. Aujourd'hui, sont toujours suspendus. Donc on en est encore là. Et cette commission spéciale Covid qui a été mise en place, en fait, juste après la première vague pour tirer bilan de la gestion par l'Union européenne, puisque vous avez vu, c'est eux qui ont tout mis en place, et puis après les États membres ont suivi derrière, veulent faire un bilan. Donc je le dis tout de suite, pour eux, il n'y a aucune remise en question, tout a été parfait. Au contraire, il faut continuer et mettre encore plus de mesures cadrées, mettre en place un calendrier, mettre en place une stratégie européenne pour les États membres. Ça, c'est en ce moment, c'est en cours. D'ailleurs, ce matin, nous étions en audition avec différents experts. Et moi, ce qui m'a encore alerté, et je leur ai posé la question en fin d'audition, c'est que les gens qui viennent en plus parler, normalement, ça devrait être très ouvert, avec une diversité des intervenants. Et ce matin, on avait une association qui était payée par l'État grec. Et puis l'autre, c'était une espèce d'ONG qui est payée par la Commission. Donc là aussi, il n'y a pas... Donc, malheureusement, cette commission, et ça va être le résultat de ces travaux d'un an, c'est qu'en fait, on se retrouve avec les mêmes, aucune diversité, aucune remise en question, aucune opposition constructive, toujours constructive, pour arriver à des mesures qui seraient de bon sens pour les citoyens européens. Okay. Qu'est-ce que vous reprochez en fait à la politique qui a été menée depuis le début? On peut parler des vaccins. C'est que la Commission européenne, veut dire, cette commande de vaccins était assez opaque, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ils ont commandé plus de 10 vaccins par personne, c'était des contrats de milliards d'euros. Quel est votre avis par rapport à cette commande de vaccins? Alors, les chiffres, c'est 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Et comme vous l'avez dit, on est 445 millions d'Européens. Effectivement, ça va entre 9 et 10 doses par personne. Ça, ce n'est pas mes chiffres, ce sont les chiffres d'un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, grâce à eux, on a pu obtenir le prix des doses, qui se situe entre 17 et 20 euros. 17 et 20 euros par dose. 10 doses par personne. Vous avez vu un peu, ça va loin les chiffres.
Quel gaspillage d'argent public. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces doses sont soit périmées ou soit elles sont envoyées dans les pays africains et qui n'en veulent pas. Ça aussi, ça a été révélé lors des auditions. Ce que je reproche, et on est plusieurs à le reprocher, c'est ce manque de transparence. Alors, effectivement, il y avait une crise, il y avait un état d'urgence, on l'entend. La plupart des pays étaient dans un état de confinement, donc il fallait remettre les gens dehors et prendre le moins de risques possible, donc pourquoi pas. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'en fait, c'est la première fois que la Commission se saisit de tels achats groupés. Et c'est une idée de Macron. C'est-à-dire que c'est Macron qui a dit à la Commission d'agir de cette manière pour pouvoir être réactif, je l'entends bien, mais quand on voit ce qui s'est passé en France avec une gestion de la crise sanitaire par des cabinets privés comme McKinsey, on se pose la même question au niveau de la Commission. Parce que les cabinets privés, ils facturent, ils surfacturent, et c'est notre argent aussi. Et je le dis ici, il y a quand même assez de fonctionnaires européens qui sont d'ailleurs très bons, qui auraient pu faire ce travail. On se rend compte, donc, grâce à ce rapport de la Cour des comptes, donc manque de transparence, c'est eux qui le mettent noir sur blanc. Ils ont posé des questions à la présidente de la Commission, donc Mme van der Leyen, au sujet de ces SMS, puisqu'on a tous appris, et tout le monde maintenant le sait, c'est une affaire de notoriété publique, une négociation avant la signature des contrats entre le PDG de Pfizer, M. Albert Bourla, et Mme van der Leyen. La médiatrice qui a été saisie de cette demande d'obtention des SMS n'a pas pu les obtenir, donc elle-même ne les a pas pu les obtenir. La Commission a refusé de les transmettre. Donc, d'un côté, vous avez cette Commission européenne qui, tous les jours, vante les mérites de leurs actions en disant qu'il faut... et qui attaque surtout certains pays tiers comme la Hongrie, la Pologne, pour opacité ou pour non-respect des valeurs de l'Union européenne. Et en attendant, la dirigeante de cette Commission ne s'applique pas ces mêmes principes. Donc c'est choquant. Après, il ne faudra pas s'étonner si les citoyens européens critiquent l'action de l'Union européenne, et on le verra sans doute aux prochaines élections européennes, parce que ce qu'on veut appliquer aux autres, il faut se l'appliquer à soi-même. Moi, en tant que député européen, je n'ai pas pu avoir accès à ces contrats. Il a fallu batailler pour avoir accès à ces contrats. Et quand on a eu accès à ces contrats, sur 90 pages, les 3/4 étaient grisés. Où en fait, les éléments les plus nécessaires et dont les gens ont besoin n'étaient pas visibles, comme les prix, comme la clause de responsabilité. Donc évidemment, sur le principe, au départ, pourquoi pas ? Pourquoi pas la gestion par la Commission, mais au fur et à mesure de ce dossier, on a bien vu qu'il y avait un manque de transparence, et aujourd'hui se pose la question même du conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts entre Ursula et son mari. Il y a plein en fait d'anecdotes dans ces contrats d'achat. Il y a effectivement celui-ci, il y a aussi d'autres contrats où on a bien vu que Mme van der Leyen s'est tout de suite saisie pour négocier avec les Big Pharma. Et il y avait un autre contrat, pareil, où ils ont obtenu des fonds européens et il n'y a pas eu de commande après par la Commission. Mais ils ont obtenu, je crois, 160 millions d'euros. Et lors d'une audition, on a posé la question, est-ce qu'on va récupérer ? On va s'arranger. Et effectivement, maintenant, c'est le dossier de Heiko van der Leyen. Sa société Orgenesis en Italie, qui est a priori une société dormante, où il était dans le conseil d'administration et qui, comme par hasard, s'est enlevé du conseil d'administration pour ne pas voir qu'il figurait encore dans cette société, mais une société donc, spécialisée dans le projet de thérapie génique, qui a obtenu 320 millions de la part de la Commission et qui n'a rien fait puisque en fait, quand vous allez voir sur le site de cette société, c'est une société qui est dormante, et quand on va plus loin dans l'arborescence de cette société Orgenesis, on voit bien qu'il y a une branche aux États-Unis. Et là, on voit bien qui est le dirigeant, c'est donc bien le mari de Mme van der Leyen. Donc aujourd'hui, il y a cette suspicion de conflit d'intérêts. On avait le problème de la transparence des contrats, suspicion de conflit d'intérêts.
Et c'est pour cela, d'ailleurs, que beaucoup de nos concitoyens ont saisi la procureure européenne pour ouvrir une enquête concernant ces milliards d'euros, parce que ces milliards d'euros, c'est le budget de l'Union européenne, c'est notre argent, et elle est compétente pour faire une enquête au sujet des deniers européens. Donc, moi aussi, j'ai fait ce signalement, comme les autres citoyens. Je l'ai fait aussi à l'aide d'un avocat. Et donc, il y a une ouverture d'enquête. À ce stade, je n'ai pas encore de retour de la part du procureur. Mais nous suivons le dossier et même en commission Covid, la présidente nous a bien indiqué qu'elle allait se mettre en relation avec la procureure et qu'elle allait suivre aussi en parallèle le dossier. Et je sais, dans les couloirs, des bruits de couloirs qui commencent maintenant à traverser les murs, effectivement, ils ne sont pas à l'aise. Et est-ce que c'est moi, parce que si on parle de gaspillage d'argent public, si on parle de non-transparence, si on parle de conflit d'intérêts, est-ce que c'est moi ou cette histoire n'est pas assez médiatisée? Effectivement, elle n'est pas assez... L'après-Covid, est-ce que, et en Belgique non plus, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant pour tous les gouvernements et l'Europe également de prendre ce recul et de se dire, OK, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé dans cette histoire? Quelles étaient les erreurs politiques? Et pouvoir au moins, je ne dis pas qu'il y a des têtes qui doivent tomber au gouvernement ou à l'Europe, mais qu'on puisse au moins être prêt pour prochaine crise possible. Alors, il y a quelques États qui se sont réveillés, les Pays-Baltes, la Pologne, par rapport à cette obligation qui avait été négociée d'acheter plein de vaccins. Donc, on les a mis dans un engrenage et ils étaient obligés de continuer à commander. Et comme vous avez bien vu, aujourd'hui, l'épidémie n'est plus la première vague. On nous parle de 8e, 9e vague en France, mais bon, ce n'est pas non plus l'hécatombe. Donc, les gens, au fur et à mesure de la vie, de vivre cette épidémie, de même le vaccin, certains se sont fait vacciner, ils ont bien vu que la 3e dose, c'était bien, mais la 4e, elle ne passe pas. Donc, ça veut dire les États se retrouvent avec beaucoup de stocks. Ils ont mis en place le système COVAX pour que ce surplus de stock soit renvoyé en Afrique, mais les Africains n'en veulent pas. Donc, il y a un gaspillage, effectivement, de doses. Donc, certains États membres ont alerté la Commission, comme les Pays-Bas, comme je le disais, la Pologne, pour renégocier ces commandes, pour soit stopper, soit acheter des vaccins réactualisés. Parce que là, jusqu'à présent, jusqu'à cet été, c'était l'ancienne souche. Donc là, ils ont réussi à faire passer effectivement cette volonté de modifier le vaccin pour cet hiver. Mais a priori, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti des fournisseurs. Donc certains États, au niveau de ces contrats, ont réagi. Après, sur le conflit d'intérêts, c'est un sujet tabou. Et puis... ils font partie du Conseil européen, donc du coup, ils ont participé à tout ça. Donc c'est politique, effectivement. Est-ce que politiquement, aujourd'hui, ils ont un intérêt à attaquer Mme von der Leyen? C'est ça la question. Certains vont jouer de ça par rapport à des sanctions que la Commission à l'intention d'émettre, comme la Pologne. Donc c'est pour ça. Et en plus, il y a la guerre en Ukraine. Donc là aussi, c'est un sujet où il y a des possibilités de négociation. Donc là, c'est chaque État membre qui va un petit peu défendre ses intérêts politiques pour voir si c'est un sujet qu'ils peuvent mettre dans la balance. En France, non. Macron, c'est lui qui a donné les clés à Mme von der Leyen. Donc jamais il va réagir. Par contre, ce que je regrette, et vous avez raison de le souligner, c'est les médias. Pourquoi les médias ne parlent pas de ce scandale? Pourquoi les médias, quand on a la procureure, c'est une toute nouvelle fonction, le parquet européen, se saisit de l'ouverture de cette enquête, en France, ça a fait un petit article de 15 lignes, alors que ça aurait dû être dans les au JT. Journal télévisé. Attendez, premier cas d'ouverture de dossier, c'est l'affaire des contrats Pfizer. Pas un mot. Ils sont complices, moi je le dis, les médias américains sont complices de cette politique et du système qu'il y a avec la Commission. Et quand ce sont des médias dits alternatifs,
ils se font attaquer de fake news parce que, et encore là, ils n'ont pas pu attaquer puisque c'était même elle, la procureure, qui a publiquement communiqué sur cette ouverture d'enquête. Okay. Donc bon, c'est regrettable, mais ça fait partie de toute cette stratégie autour de la crise Covid. Ouais. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se lèvent. Vous avez des fans, même en Wallonie, qui vous reconnaissent, parce qu'effectivement, vous êtes une des porte-paroles en fait, de cette commission et des personnes qui se lèvent et qui posent les bonnes questions. Donc, continuez ce travail et faites entendre ce... Oui, parce que les citoyens ont besoin de savoir. Je veux dire, ça touche déjà à notre santé. Oui. Déjà, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Alors la peur c'est bien, on réagit, on fait les choses parce qu'on nous dit que c'est bien, mais à un moment donné, on veut bien faire les choses si on nous rassure, si on nous donne les éléments pour se faire vacciner, si on nous justifie pourquoi il faut se faire vacciner. Moi, je suis un citoyen comme tout le monde à la base. Donc, et la première des réactions quand on me dit voilà Virginie, tu vas te faire vacciner, ok, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Demain, si j'ai un problème, qui paye? Tout simple. Aujourd'hui, personne ne peut répondre à ça. Le contenu, ça a été très difficile d'avoir, et encore aujourd'hui, je regarde les études, on ne sait pas, à part nous dire que ça fonctionne, et encore c'est faux, puisque vous avez bien vu, tout le monde l'a vu, cette vidéo où Rob Roos, mon collègue, demande à Janine Small, là aussi, c'était M. Bourla qui était invité, il n'est pas venu. Donc c'est ça, c'est une cadre qui vient nous dire qu'en fait, ils ont mis en place le vaccin, mais ils n'ont pas fait de test pour savoir si ça empêchait la contamination. Alors que pendant des mois, on nous a bassinés sur le pass sanitaire, faites-vous vacciner, vous avez votre pass, vous pouvez aller continuer à aller au restaurant. Enfin, c'est comme ça qu'on nous a vendu le vaccin. Vous serez vacciné et à ce moment-là, vous ne serez plus protégé et vous empêcherez de contaminer vos grands-parents à Noël. Exactement. On nous a vendu ça. Et c'est pour ça que tout le monde l'a fait. Et c'est pour ça que nous, on est là pour poser toutes ces questions. On a quelques réponses et c'est important parce que, comme vous avez bien vu, on est en hiver, on nous vend la 4e dose. Printemps, janvier, on nous revendra la 5e. Enfin, tous les 4 mois, il va y avoir des rappels. Donc voilà, nous, c'est notre rôle. Je suis assez soutenue aussi par mon parti. Donc ça, c'est aussi... c'est pas neutre parce que je sais que dans d'autres partis, en off, ils aimeraient aussi monter au créneau, mais ils ne sont pas soutenus. On ne peut pas. Ça reste un sujet tabou, même dans les partis politiques. Je veux dire, on ne parle pas du Covid. Oui, c'est ça. Ou le vaccin. Vous avez bien vu, dès que... moi, ça va parce que je m'appuie sur que des sources de la Commission. Mais dès que vous commencez à sortir un peu du cadre, vous êtes... On vous dit complotiste. Complotiste, voilà. Donc c'est vrai qu'après, une fois que vous êtes tagué de complotiste, après c'est fini. C'est fini. Et c'est vrai que... Donc votre stratégie est bonne. C'est-à-dire, voilà, je me base sur les chiffres, je me base sur les informations, je demande des informations et je tire les conclusions par rapport à ces... Et grâce à ce travail, et aussi ceux de mes collègues, parce qu'on est une poignée, vous avez bien vu, ils sont aussi connus, Rob Roos, Madame Rivasi aussi, Francesca Donato, Madame Limer, Madame Anderson, Ivan Sinčić, Christian Terres. Donc on est une poignée au niveau du Parlement européen et c'est vrai que on pose ces questions, il n'y a pas de dérapage, c'est construit, c'est sur des études, c'est chiffré. Et voilà, une fois sur deux, on arrive à obtenir des réponses. Et c'est important parce que vous l'avez dit, les gens sont de plus en plus nombreux à me soutenir, à soutenir notre action, parce que ces questions que je pose, ils se les posent aussi. Et je pense que ça les rassure de voir qu'au sein du Parlement européen, il se passe ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je vois dans les messages que j'ai des gens, c'est qu'en fait, ils ne s'intéressaient pas du tout au Parlement. Beaucoup découvrent en fait le Parlement européen. Exactement. Et ils me disent, franchement, bravo, parce qu'avec vous, on apprend plein de choses. Comment ça fonctionne, les auditions, le Parlement. Donc du coup, finalement, je crois que la Commission pourrait même me remercier, parce que du coup, les gens... Le Parlement européen sert à quelque chose. Voilà. Ou même s'ils ne servent pas, mais en tout cas, ils savent maintenant ce qui se passe au Parlement. Au Parlement européen. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Tout à fait. Parce que du coup... Parce que c'est très rare les députés européens qui sont médiatisés. Effectivement, ça c'est vrai. Même en France, pas du tout médiatisé. Les gens, on les appelle tous les 5 ans pour aller voter au Parlement, mais en fait, ils ne savent pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a très peu, il y a un fort taux d'abstentionnisme pour les élections européennes. Et pourquoi ? Pourquoi, effectivement, les médias n'invitent pas les députés européens ou alors passent même une journée ici
en plénière, montrer un petit peu le travail des parlementaires. Ça n'intéresse personne. Non. Et pourtant, tout vient de là. Le pass sanitaire, il est venu du Parlement européen. Ça a touché les gens du jour au lendemain. Bien sûr. Ça a enlevé toutes les libertés, ça a fait déprimer certains, ça a déscolarisé certains autres. Ça a eu un impact immense. Et ça, vraiment, il faut en parler. Il faut en parler et ça vient. Et là, on se focalise sur ce sujet. Mais on pourrait parler aussi des voitures électriques. Ça vient l'interdiction des voitures à moteur thermique, c'est le Parlement européen. Nous faire changer nos voitures toutes les 5 minutes, ça vient du Parlement européen. Et les États membres suivent. Exactement. Mais les décisions sont prises, sont prises ici. C'est important, hein, et c'est vrai que beaucoup l'avaient pas vu comme cela. C'est vrai qu'à une époque, on parlait plus de normes, d'étiquettes. Ça faisait presque rire. C'est bon, les étiquettes, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est genre un petit jouet, un petit jouet de bébé, vous savez, pour les amuser. C'est vrai. Mais là, je trouve que la Commission a pris un tournant où elle prend beaucoup plus de pouvoir et donc va faire plus d'impact sur la vie des gens de tous les jours. Ça, pour moi, c'est le bilan de cette commission von der Leyen. Il y a eu une étape de franchie comme jamais où elle s'est arrogée des pouvoirs. La santé, elle n'a pas la compétence en santé. La santé, ça reste une compétence nationale. Et là, quand vous voyez les communiqués de la DG Santé, eh bien, vous avez 30 pages avec une stratégie pondue par la Commission et elle demande aux États membres de suivre cette stratégie. Et c'est vrai que là, pour le coup, moi, je prends cette communication et je la mets sur les réseaux sociaux et on décortique ça ensemble. C'est pas moi, hein, c'est la Commission. Quand elle dit qu'il y a un calendrier à mettre en place pour la vaccination des enfants, quand elle dit que les États membres, elle montre du doigt certains États membres qui n'ont pas atteint les objectifs de vaccination, de taux de vaccination pour les enfants, c'est la Commission. Hein. Donc, et qu'elle dit qu'il faut mettre en place des mesures pour inciter les pédiatres à mettre en place et à vendre le vaccin auprès des enfants, c'est la Commission. Vous voyez ? Donc après, il est temps que les États membres se réveillent, se disent que cette commission n'est pas élue par le peuple, et donc qu'elle reprenne, que tous ces États membres reprennent un peu leur souveraineté. Exactement. Et qu'on puisse contrôler ça en tant que citoyen. Bien sûr. Madame Geron, un tout grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Je vais vous donner 2 pots de miel parce que chez nous, on promeut les produits terroirs. C'est parfait. Vous voyez que chez nous, le logo, c'est un village donc dans une ruche avec une petite abeille. Donc 2 pots de miel que j'ai été chercher à Charleroi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est important pour les fêtes de fin d'année, un peu de miel. Exactement. Avec la petite tisane. Eh ben, merci à vous et bonne continuation. Merci à vous. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour notre deuxième invité. Donc Raoul, ça sera pour la prochaine fois. Je te le promets, on te réinvitera. Tant qu'à vous, n'hésitez pas à liker nos publications, à partager nos publications. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.